Avec modération. Basile, votre application de recherche immobilière, présente Sud Radio, parlons IMO, Sylvain Lévy-Valency. Toutes les questions que vous vous posez sur votre logement, celui d'aujourd'hui ou celui peut-être de demain, avec le fondateur de Radio IMO et toute son équipe. Bonjour Sylvain Lévy-Valency. Bonjour Jean-Marie et bonjour à tous. Au programme aujourd'hui. Au programme, on va faire un focus, si vous voulez bien, Jean-Marie, sur la reprise du marché. On va recevoir d'ailleurs un expert en la matière. Nous avait fait l'honneur, vous vous rappelez, de lancer la première saison de Parlons IMO l'année dernière. Il C'est nous avait Charles baptisé. Marinakis. Tout à fait. Absolument, le président de Century 21, un grand monsieur de l'immobilier. Exactement. On va parler aussi des questions que vous vous posez et que vous nous posez sur le répondeur de Sud Radio au 0826 300 300. Oui, absolument. On va, comme chaque semaine, avec nos experts, répondre à vos questions, notamment sur les prix, sur le parcours résidentiel. Et croyez-moi, c'est pas piquer des hannetons. C'est pas piqué des hannetons, c'est ce qu'on verra. Puis on visite la France, on achète un peu Toujours. partout, toujours. Vous nous emmenez où aujourd'hui? Je vous emmène à Bourges, voilà, une ville emblématique en France. Et Vous ensuite, avez quasiment les plus beaux vitraux de France à Bourges. et direction la ville où est né Michel Barnier. Ah oui, tiens, Oui, bon, à la mon avis- Tronche, voilà. Oui, on sera en Savoie, je pense, c'est ça? À Grenoble, dans la banlieue de Grenoble. Exactement, bon, pas loin, dans l'Isère. Merci à vous. Tout de suite, les infos de l'immobilier, les infos de la semaine à retenir avec vous. Grégoire Darico, bonjour à vous, mon cher Grégoire. Bonjour Jean-Marie, comment ça va? Ça va très bien. Alors, bonjour Grégoire. On va Bonjour, commencer cette semaine par la politique. On peut pas faire autrement, bien évidemment, puisque il n'a échappé à personne que Michel Barnier, dans son discours de politique générale, il a enfin parlé d'immobilier. Et oui Sylvain, signe peut-être que cette problématique du logement, elle est prise à bras-le-corps par ce nouveau gouvernement, c'est en tout cas ce que l'on va espérer. C'était mardi 1er octobre, Michel Barnier a effectivement parlé de logement pendant quelques minutes et plusieurs points ont été évoqués. Alors, on est impatient. Quels sont-ils? Alors d'abord, Michel Barnier l'a reconnu, le logement est devenu cette année le premier poste de dépense des Français. Une situation inédite et lourde à supporter pour les ménages. Le Premier ministre l'a reconnu, même si la baisse des taux est une bonne nouvelle, c'est à l'État et aux collectivités de se mobiliser pour amplifier ce phénomène et redonner du pouvoir d'achat immobilier aux Français. Le Premier ministre l'a également dit, pour construire et développer du logement, il faut du foncier. Et pour cela, le gouvernement est prêt à faire évoluer la ZAN, c'est la zéro artificialisation nette, pour répondre aux besoins essentiels de l'industrie et du logement. Pour le chef du gouvernement, il faut aussi des mesures rapides pour relancer l'investissement locatif d'une part, mais aussi pour favoriser enfin l'accession à la propriété. Pour cela, le Premier ministre propose par exemple l'extension du PTZ, donc le fameux prêt à taux zéro, pour les primo-accédants sur tout le territoire. Une mesure que vous avez détaillée hier matin, mon cher Sylvain, au micro de Jean-Jacques Bourdin. Et le nouveau gouvernement, il entend aussi simplifier les normes pour le logement neuf et donner plus de pouvoir aux maires dans l'attribution des logements sociaux sur leur territoire. Enfin, côté rénovation énergétique, le Premier ministre a proposé de revoir le calendrier d'interdiction de location des passoires énergétiques. Sans doute qu'il a constaté l'ampleur des travaux à réaliser, c'est le cas de le dire, et le nombre de logements concernés. Le calendrier, vous savez, il est lié au fameux DPE, le diagnostic de performance énergétique, et celui-là, il risque d'être revu. Alors, un discours bien sûr salué par les professionnels. Je précise simplement que le DPE, l'extension, c'est revenir au DPE qu'il y avait en 2023. Ouais, Voilà. Je referme la parenthèse. Les professionnels de l'immobilier ont salué justement ce discours avec finalement de bonnes initiatives pour les Français, le logement. Oui Sylvain, déjà parce que le logement était le deuxième des 7 axes d'urgence qui ont été détaillés par le Premier ministre. Donc ça, c'est un signal fort qui a été envoyé. Ensuite, parce que cela démontre une certaine volonté d'agir et franchement, il était temps. Et petit bémol, tout de même, toutes ces mesures ne sont pour le moment que des propositions parce qu'il faudra évidemment qu'elles passent les futures discussions liées au projet de loi de finances. Et ça non plus, c'est pas gagné. Alors Grégoire, on va continuer avec une information intéressante. Il devient de plus en plus intéressant d'acheter plutôt que de louer. Ça y est Sylvain, avec la baisse des taux et la baisse des prix, il devient effectivement de plus en plus intéressant d'acheter un bien plutôt que de le louer. Ce n'était pas le cas jusque-là, mais avec toutes ces baisses, les acheteurs bénéficient désormais d'une conjoncture un peu plus favorable. Selon le dernier baromètre de prix Se Loger Meilleurs Agents, la durée à partir de laquelle il était plus intéressant d'acheter que de louer a été quasiment divisée par 2. Si on rentre dans le détail, il faut 6 ans et 1 mois pour un primo-accédant pour rentabiliser son achat en moyenne. À titre de comparaison, il fallait 11 ans et 8 mois pour le même profil il y a 1 an. Ah oui. Alors ce profil, justement, on a pris un primo-accédant avec un apport personnel de 60 000 euros qui contracte un prêt sur 25 ans à un taux à 3,80. Cette personne achète un bien de 50 mètres carrés au prix moyen du moment, toutes communes confondues, donc à peu près 3 065 euros du mètre carré, mis en rapport avec tout un tas de données économiques comme l'inflation, l'évolution des loyers, etc. Ça donne 5 ans d'amortissement à Montpellier, 6 ans et 2 mois à Lille, 6 ans et 4 mois à Marseille, et surtout moins de 8 ans dans 8 des plus
des 11 plus grandes villes de France. Donc c'est là ça, où il y a de la intéressant. marge, quoi. Ah oui, il y a de la marge, absolument. Et on termine toujours avec une news insolite. Là, vous allez nous faire plaisir. Oui, on va parler de déménagement parce que j'ai bien vu que ça vous avait plu la semaine dernière. Alors à l'occasion de la journée mondiale des animaux qui s'est tenue hier vendredi 4 octobre, une étude a dévoilé à quel point vivre avec un chien influence la recherche immobilière. En fait, on assiste à un phénomène de société appelé pet parentalité, où les animaux sont désormais traités comme des membres à part entière de la famille, au même niveau que les enfants. Et cette tendance se reflète jusque dans l'immobilier, où les dog parents sont prêts à de nombreuses concessions pour assurer le bien-être des animaux. Allez, juste un chiffre, 55% des interrogés pourraient déménager à la campagne pour offrir un meilleur cadre de vie à son chien. Tiens, ceci, c'est une vraie question qu'on pourrait poser à notre invité, le patron de Century 21, Charles Marinakis. C'est un frein ou pas si je veux louer? Je réponds à une annonce de location sur Century 21, je veux louer, j'ai un animal. Non, pas vraiment. Non, c'est neutre. D'abord, bonjour à tous, c'est neutre. Il y a pas, c'est une question qui n'est pas posée. Donc, mais c'est déjà ça. En tout cas, on aime tous nos animaux. Maintenant, j'entends que c'est un choix décisionnel important dans l'immobilier. On va le rajouter dans nos cases à cocher. En fait, est-ce que vous avez un animal de compagnie ou pas? Mais pourquoi pas? Voyons, on fait avancer les choses sur Sud Radio. Justement, c'est votre invité que nous entendions à l'instant, Sylvain Lévy-Valency, le patron de Century 21. On va parler des prix de l'immobilier, de la reprise enfin du marché pour le logement des Français. À tout de suite sur Sud Radio. Basile, votre application de recherche immobilière, présente Sud Radio, parlons IMO, Sylvain Lévy-Valency. On parle de votre logement jusqu'à 10h, comme chaque samedi, avec Sylvain Lévy-Valency, toute l'équipe de Parlons IMO et votre invité, mon cher Sylvain. Merci Jean-Marie. Bonjour Charles Marinakis. Bonjour Sylvain, bonjour à tous. Vous êtes président de Century 21 France. Merci d'être venu sur le plateau et de répondre à nos questions. Et c'est vrai que c'est un moment symbolique puisque vous avez été le premier invité de notre émission pour la première saison de Parlons IMO. Alors, on va enchaîner tout de suite. Des taux à 3,50 sur 20 ans, après avoir atteint et culminé quasiment à 4,35 voire 4,50 en fin d'année dernière, une inflation qui est passée de 6,14% en février 2023 à 1,9% en septembre 2024. Est-ce que le pire est passé ? J'ai l'impression que oui. En tout cas, en ce qui concerne les taux d'intérêt, j'ai l'impression que oui, parce que Sylvain, vous l'avez rappelé, l'indicateur qu'il faut suivre, paradoxalement, c'est pas tellement les taux d'intérêt, parce qu'il n'est que la conséquence de l'ajustement de l'inflation. Et souvenons-nous qu'au premier trimestre 2022, c'est la montée brutale de l'inflation qui a embarqué avec elle une croissance inattendue des taux d'intérêt. Voilà, donc l'indicateur de référence, c'est toujours l'inflation, 1,9 en septembre, des taux qui vont baisser 2 fois quasiment en 6 mois. Donc ça, c'est une vraie bonne nouvelle. Et puis, je me suis surpris à écouter une interview de Christine Lagarde sur Fox TV aux États-Unis où elle a annoncé que la tendance était plutôt encore à la baisse des taux. On allonge que vers les 2% comme taux directeur. Voilà, d'un ce point de vue-là, je pense que le pire est derrière nous. Et puis comme ça s'est conjugué avec une baisse des prix assez significative sur les 26-30 derniers mois, ben voilà, la conjonction des deux, si vous voulez, a redonné de l'oxygène et du dynamisme à ce marché. Est-ce que vous diriez finalement que le marché s'est autorégulé ou pas ? Mais moi, je dis depuis la nuit des temps que le marché de la transaction dans l'ancien, il a cette faculté à s'autoréguler. C'est une équation à 3 inconnus dont le HCSF en a résolu une, puisqu'en fait, il dit à tout le monde le montant que vous pouvez emprunter tous les mois. Et à partir de là, il ne reste plus que 2 inconnus, que sont les prix et le taux d'intérêt. Voilà, donc c'est mécanique, il a cette faculté. Alors il le fait plus ou moins vite, plus ou moins brutalement, plus ou moins avec des diversités dans les régions, mais in fine, il finit toujours par s'autoréguler. Et c'est la caractéristique principale de ce marché des transactions dans l'ancien. Alors justement, ce qui va intéresser nos auditeurs, et je rappelle que vous pouvez réagir au 0826 300 300, la baisse des prix. On va parler de la baisse des prix. Est-ce qu'elle est... Alors, on a regardé, ça n'a pas été évident pour que ça baisse. Il a fallu encore un peu de temps. Mais est-ce que ça baisse vraiment ? Est-ce que cette baisse de prix, de façon significative, a bien eu lieu ? Et est-ce que c'est un phénomène général ? Alors la réponse est oui, ça a vraiment bien eu lieu parce qu'on a fait ce calcul précisément sur les 2 dernières années et donc les prix ont vraiment baissé de 12%. Et je rappelle que j'avais dû d'ailleurs même à l'occasion de la première de cette émission appeler de mes voeux un ajustement des prix significatif entre 10 et 15%. Je crois même avoir dit entre 12 et 15%, donc on est à 12%. Mais c'était une absolue nécessité parce que avec des taux, vous l'avez rappelé, à 4,5, il n'y a pas de potion magique, il n'y a pas de recette miracle.
baraque. Ce que vous donnez à la banque, vous pouvez pas le donner au vendeur et inversement. C'est aussi simple que ça. Voilà. Donc la montée brutale, ce qui a surpris tout le monde, c'est la brutalité et la rapidité avec lequel ça s'est dérégulé. Voilà. Mais oui, la baisse a vraiment eu lieu parce que j'appelle baisse quelque chose à une diminution significative à 2 chiffres et c'est le cas. Il va nous rester quelques ajustements encore à faire d'ici la fin de l'année, région par région. Et d'ailleurs, vous avez toujours eu une position très intéressante sur la spéculation de la résidence principale. Vous avez dit, la résidence principale a vocation de loger les personnes et pas uniquement de faire un coup. Vous vous rappelez, vous aviez cette théorie extrêmement intéressante et les chiffres étant têtus, finalement, la réalité vous a donné raison. Oui, parce que d'abord, on oublie que le tissu du logement en France, c'est 82% de résidences principales. Donc, faut pas non plus se tromper. Les résidences secondaires, c'est un peu moins de 10%. Le scandale, mais on en reparlera, c'est les 8% de logements vacants, c'est-à-dire un peu plus de 3 millions de logements vacants. Mais c'est une autre question. Mais dans l'absolu, la vocation originelle de l'investissement immobilier, vous l'avez rappelé, c'est pas de la spéculation, sinon il faut faire du CAC 40 ou il faut aller au second marché, d'accord ? C'est la résidence principale, c'est-à-dire c'est un choix de vie, c'est un environnement personnel et familial, c'est ça, c'est un investissement bon père de famille. Parce que ce que vous voulez dire, c'est que les gens achetaient à l'époque dans l'espoir de faire finalement une plus-value et oublier l'idée que c'était d'abord. Moi je dis qu'en fait aujourd'hui les gens vivent mal le fait d'avoir acheté 100 et de ne pas pouvoir revendre 150. Mais ça n'a jamais été écrit nulle part que c'était la vocation de l'achat d'une résidence principale. L'achat d'une résidence principale, c'est d'acheter 100 et 20 ans après d'avoir un patrimoine au minimum équivalent à 100 amorti, et peut-être amorti et peut-être effectivement valant 120, 130, 140, 150. Si il y a une plus-value, ben c'est génial, prenez-la, d'accord. Mais s'il n'y a pas de plus-value, c'est pas l'objectif initial de l'investissement de la résidence principale. Alors on va continuer également. Les délais de vente, eux, continuent d'augmenter. Alors la question est très simple, et ça c'est une question qui nous est posée par toutes celles et ceux qui nous écoutent. Est-ce que c'est le bon moment pour vendre son logement ou est-ce qu'il vaut mieux attendre un peu pour acheter ? Voilà. Qu'est-ce que vous donnez comme conseil là tout de suite ? 2 choses. D'abord, quelque chose que je répète souvent, c'est le choix de vie qui doit déterminer l'action d'acheter ou de vendre. Voilà. Et on a fait une étude assez récemment. Vous vous souvenez, j'avais dit, il y a 3 types aujourd'hui de vendeurs, les contraints, les incertains et les opportuns. Voilà. Donc, alors les contraints, c'est qui ? Les contraints, c'est ceux pour lesquels, voilà, il y a une échéance connue dans le temps, parce qu'ils veulent changer de vie, changer de région, parfois changer d'organisation de couple, changer d'organisation de famille ou changer d'orientation professionnelle, et que donc, ou simplement parce que financièrement, ils avaient peut-être eu une ambition trop importante qu'ils ne sont pas en mesure aujourd'hui de faire face, parce qu'on ne parle pas du reste à vivre et de l'inflation de manière générale, mais voilà, donc il y a une contrainte, quelle qu'elle soit, financière, humaine, sociale, etc., qui fait qu'ils ont un projet de vente à court terme avec une date qui est connue, et c'est quand même 46% des vendeurs aujourd'hui. Et puis il y a les incertains, c'est la question que vous me posez, est-ce que c'est le moment d'acheter ou de vendre ? C'est le moment quand vous avez décidé que ce soit le moment. Personne s'est levé un matin en disant super, je vais changer de vie parce que le taux est à 1%. Vous changez de vie parce que à un moment donné, vous avez soit une prise de conscience personnelle ou familiale, ou parce que vous allez avoir des jumeaux ou des triplés, ou au contraire vous allez changer de région et vous allez changer de cadre de vie. Voilà. Après, aujourd'hui, la tendance est plutôt favorable puisque les prix ont bien baissé. Et vous parliez des délais de vente. Si vous avez ajusté votre prix et s'il est à un prix de marché, vous allez pouvoir le vendre dans des délais normaux. Si en revanche, vous avez un prix de vente qui est encore trop élevé... C'est quoi un délai normal ? Aujourd'hui, c'est 96 jours. Hein, 96 jours. Ouais. Moyenne nationale. Hein. Moyenne nationale, oui. Ah oui, quand même. Ah oui, il faut pratiquement 100 jours. On a pris combien ? On prend entre 7 et 10 jours par an, là, depuis 2 ans. De plus, oui. Oui. Mais le temps de l'immobilier, c'est un temps long, et moi, je comprends que les vendeurs, quand tout d'un coup, brutalement, on leur a expliqué qu'il fallait ajuster leur prix au premier trimestre 2022. Surtout pour ceux qui ont acheté à 15, et quand on leur dit qu'aujourd'hui, ça vaut 6. Oui, alors malheureusement, j'en suis navré pour eux, mais ceux qui ont été contraints rapidement, oui, bien sûr, ça arrive. C'est pas une majorité, quand même. Je rappelle que toutes celles et ceux qui ont fait des investissements immobiliers sur les 20-25 dernières années, oui, non, mais je parlais pas de ceux à plaindre sur la vente. On vend au bout de combien de temps, Charles Marinakis ? Non, on ne vend pas avant 7 ans, hein, quand c'est d'un cycle normal. Et puis même, il y a un cycle de détention qui est plus proche des 13 à 15 ans. Donc il faut qu'il y ait un incident de la vie. Ce cycle de détention, est-ce qu'il augmente dans le temps ? On n'a pas noté ça, pour le coup. Je trouve que dans
dans le comportement des propriétaires immobiliers, il y a une faculté à se mouvoir et à se déplacer qui est plus importante que les anciennes générations. On était très sédentarisés à l'époque. La société moderne a changé, a dérégulé ça. Ouais. Il n'empêche que c'est pas, encore une fois, c'est pas un produit de spéculation. Une action, vous pouvez l'acheter le 1er janvier et la vendre le 30 septembre. Quand vous achetez une résidence principale, c'est pour y vivre, c'est pas pour la revendre. Question, qu'est-ce que vous prévoyez en atterrissage 2024 ? Est-ce que ça va être un bon cru ? À la faveur d'une reprise à la fois des indicateurs avec la baisse de l'inflation, vous l'avez dit, et la baisse des taux d'intérêt. Oui, conjonction favorable. On a tous fait un bon été 2024. Je le dirais un petit peu contre toute attente parce que Grégoire rappelait le contexte politique. On a tous imaginé que la dissolution et l'opacité qui régnait, l'incertitude qui régnait sur la situation et le gouvernement en France aurait réfréné les ardeurs des acquéreurs. Et en fait, il s'est passé un peu le contraire. Je pense que les gens se sont dit, on sait ce qu'on a aujourd'hui. Les taux ont déjà baissé une fois, les prix ont baissé. On ne sait pas trop à quelle sauce on va être mangé à fin septembre quand il va y avoir un discours de politique générale. Est-ce que le contexte fiscal, etc., va pas changer? Et du coup, je crois que ça a projeté, ça a accéléré un certain nombre de projets. Voilà. Mais oui, les conditions sont réunies aujourd'hui. Je vous l'ai dit, 2 baisses simultanées des taux, baisse des prix significative. Il y aura encore un petit régulage, un petit atterrissage. Pas confondre baisse et atterrissage. L'atterrissage, c'est entre 1 et 3%. La baisse, c'est au-dessus de 2 chiffres. Il y aura un petit atterrissage et on arrivera, vous verrez, en fin d'année, à une baisse qui sera consommée de l'ordre de 15%. Encore une fois, c'est une moyenne nationale. Il y a, vous savez, il y a des impacts régionaux qui sont aujourd'hui très différents d'une région à une autre, mais ce sera ça l'atterrissage et on sera dans une bonne configuration pour attaquer l'année 2025 si de surcroît quelques-uns des dispositifs qui ont été prévus par le gouvernement sont mis en place. Je voulais vous faire réagir sur les annonces de Michel Barnier. Rapidement, est-ce que vous l'avez bien perçu? Vous trouvez ça positif? Est-ce que ça infléchit finalement ce qui avait été proposé par les politiques publiques depuis ces dernières années? Alors d'abord, il faut souligner 2 choses. Grégoire l'a rappelé, c'est l'attention qui est portée au logement, ce qui est assez nouveau parce qu'il avait disparu du langage politique depuis 2017 quasiment. Donc là, il y a une prise de conscience et c'est tout à fait normal. C'est le premier ministre qui parle de logement depuis 2017 ? Non, alors Gabriel Attal s'était un peu épanché pendant la campagne électorale parce que tout le monde... Pendant la campagne, oui. Voilà. Il y a une espèce de prise... Tout le monde a l'impression que tout le monde a découvert... Et d'ailleurs, c'est ce qu'a rappelé le Premier ministre, que le logement, c'est la première dépense des Français. Tout le monde s'est préoccupé de l'inflation alimentaire, de l'inflation énergétique, etc. Et de l'essence, voilà. Et puis, on a laissé de côté le logement en oubliant que c'est à peu près 30% des dépenses des ménages français, ce qui est colossal, si vous voulez. Voilà. Donc, vous dites bravo Michel Barnier? Non, je dis à Michel Barnier, bravo d'avoir pris conscience que le logement est déterminant et que d'ailleurs, c'est un facteur social aussi d'intégration, c'est un facteur qui est rassurant d'un point de vue de l'organisation. C'est le lieu protecteur. C'est le lieu protecteur. Le logement et le lieu et ça protecteur. rejoint la philosophie que nous avons chez Century 21 de la résidence principale et de l'habitat tel qu'on le conçoit. Voilà. 1, prise de conscience effective. 2, on a quand même une ministre de plein exercice que j'ai entendue au congrès de l'habitat social et qui a, disons-le, été très bien accueillie par la branche, par l'organisation de l'industrie de ces métiers, ce qui est quand même... Moi, j'ai vu une ministre applaudir. C'était pas arrivé depuis un moment quand même, donc c'était plutôt sympa. En tout cas, elle a reçu un bon accueil. Tout le monde lui prête une vraie compétence en la matière. Donc, moi, je suis tout à fait disposé à collaborer et à entendre ce qui est... Voilà. Après, très égoïstement, vous savez que les transactions résidentielles dans l'ancien, c'est des 3 segments du logement. Vous avez le neuf, le locatif et les transactions dans l'ancien. Nous, on est historiquement le marché le moins accompagné par le gouvernement. Voilà. Donc, on restera le marché le moins accompagné par le gouvernement. Ça ne changera pas, ça. Ça ne changera pas. Si, peut-être bénéficierons-nous de l'extension du prêt à taux zéro pour toutes les formes de logement et les primo-accédants et sous conditions de ressources. Et s'il fait 17 degrés le vendredi et si il pleut pas le mardi. Voilà. Bon, on verra ça justement. On verra quelle température il fera. A priori, on attend 27 degrés aujourd'hui. Non, mais il y a beaucoup d'ironie parce que les conditions d'accès sont toujours... voilà, c'est très compliqué. Voilà. C'est vrai, c'est toujours compliqué. En tout cas, on notera aussi votre satisfaction pour ces premiers signes gouvernementaux. En tout cas, merci à vous. Restez avec nous. Sylvain Lévy-Valency, on remercie notre invité. Vous êtes resté avec nous. Oui. Écoutez, j'ai tout mon temps, je reste volontiers. Merci Charles Marinakis. Je rappelle que vous êtes le président de Century 21 France. Et ça tombe bien, on fait visiter des maisons à vendre dans quelques minutes sur Sud Radio. Il y en aura peut-être une de chez vous, pourquoi pas. Allez, restez avec nous. Ça serait chouette pour le coup. 0826 300 300. Vous avez posé beaucoup de questions, chers amis qui nous écoutez sur Sud Radio, sur le répondeur de Sud Radio. Ça tombe bien, on y répond dans un instant.
Basile, votre application de recherche immobilière, présente Sud Radio, parlons IMO, Sylvain Lévy-Valency. On parle de votre logement avec celui que vous entendiez à l'instant, Sylvain Lévy-Valency, le patron de Radio Imo, 0826 300 300. Vous avez laissé pas mal de messages sur le répondeur de Sud Radio cette semaine. En effet, parce que... avec la Massif, économisez en changeant d'assurance de prêt immobilier. Conditions sur massif.fr. La Massif présente Sud Radio, parlons IMO, ça vous concerne. Parce que le logement, ça vous concerne, évidemment, que vous en ayez un ou que vous en cherchiez un. Sylvain. Absolument, et comme vous le savez, mon cher Jean-Marie, tous les samedis, nous répondons aux questions qui ont été postées déposées sur le répondeur de Sud Radio 0826 300 300. Et cette semaine, Grégoire, on a eu un message sur le répondeur, ça concerne la copropriété. Oui, Sylvain, c'est Christian qui nous a écrit. Christian, il habite à Marseille, il est propriétaire de son logement dans un immeuble du 4e arrondissement de Marseille. Et en fait, Christian vient de recevoir un appel de fonds de 4 000 € pour des travaux dans la copropriété. Eh ben, seul problème, Christian n'a pas les moyens de payer cet appel de fonds et en fait, il se demande quels sont ses recours possibles. Et pour répondre à sa question, on a appelé notre expert du jour qui est François-Emmanuel Borel. François-Emmanuel, vous êtes président d'André Griffaton, une société familiale et vous êtes entre autres syndic. Bonjour François-Emmanuel. Bonjour à tous. Merci beaucoup de répondre à nos questions. Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez nous rappeler comment se passe le vote des travaux dans un immeuble avec plusieurs copropriétaires ? En fait, les copropriétaires se réunissent en assemblée générale pour décider de l'exécution de travaux. Donc Christian a dû recevoir préalablement à celle-ci une convocation, nécessairement 21 jours précédant cette assemblée. Une fois l'assemblée générale tenue, son procès-verbal a été diffusé. Donc là encore, Christian pouvait trouver la décision par laquelle ces travaux ont été votés. Il avait la possibilité d'assister à cette assemblée générale, soit en étant présent physiquement lors de l'assemblée, soit en vote par correspondance ou en donnant son pouvoir à un de ses voisins. Donc il aurait dû être informé en fait de cette décision de commander les travaux. A priori, il y a déjà eu un défaut d'information effectivement. Et qu'est-ce que lui il peut faire s'il n'a pas les moyens de payer ces 4 000 € d'appel de fonds ? Alors tout simplement, moi je l'invite vivement à aller rechercher ce document parce qu'il a reçu un premier appel de fonds. Peut-être y en a-t-il d'autres. Donc il faut au moins qu'il ait l'ampleur de la masse de financement qu'il a à dégager. Donc soit il fait appel à sa banque, parce que les banques prêtent assez facilement sur les dépenses d'investissement. Éventuellement même, l'Assemblée générale a pu décider d'un emprunt collectif, mais s'il a reçu l'appel de fonds, je pense qu'il est déjà trop tard, parce que souvent ces appels de fonds sont 2 mois après l'Assemblée générale. Ensuite, il a tout à fait la possibilité aussi de recourir à différentes aides qui sont fournies par la commune, par le département. À ce titre, il peut se rapprocher de la DIL des Bouches-du-Rhône. Et il lui répondrait très efficacement. Ça peut être les prêts à taux zéro, ça peut être différents prêts d'Action Logement. Donc il a cette possibilité de ressources et surtout, il doit se rapprocher de son syndic parce que potentiellement, ces travaux ont pu être décidés en préfinancement avec une exécution qui soit retardée et auquel cas lui-même pourrait échelonner ses paiements. Et l'entreprise qui réalise les travaux, pour quelques cas exceptionnels, peut aussi prévoir d'échelonner ses demandes de paiement et auquel cas avoir une trésorerie suffisante par la suite. Oui, on peut comprendre effectivement que c'est difficile pour les copropriétaires, mais... Pardon, excusez-moi. Vos souhaits, Sylvain, ça arrive à tout le monde. Merci. Il fait frais. Voilà. Oui. Il fait frais. Voilà. La question, c'est, in fine, imaginons qu'ils ne peuvent vraiment pas... En fait, la question, c'est, s'ils ne peuvent réellement pas payer, qu'est-ce qu'on fait ? Et deuxième question, est-ce que ça arrive qu'on ait des copropriétaires incapables, finalement, de payer les travaux de la collectivité, de la copropriété ? Et qu'est-ce qu'on fait ensuite en termes... Est-ce qu'il y a un contentieux ? Est-ce qu'on peut saisir le bien ? Comment ça se passe ? Oui, tout à fait. On peut arriver de cette extrémité-là, mais elle est extrêmement rare. Donc, il y a toujours des solutions, en fait. La commune, comme je le disais, pouvait aider. Il y a quand même 27% des copropriétés en France qui sont en difficulté. Donc, ce n'est pas un cas rare. Il faut absolument déjà anticiper les choses. Je pense que c'est le maître mot, que ce soit vis-à-vis des fournisseurs, c'est-à-dire l'entrepreneur qui fera les travaux, que ce soit au sein de la copropriété, peut-être même qu'il peut y avoir une certaine aide, ou en tout cas une planification qui soit raisonnable dans l'exécution des travaux. Ne pas laisser sur le bord, sur le côté de la route, mais ceux qui ont des difficultés de financement. En tout état de cause, les banques aident. Et je pense que ensuite, en effet, quand la personne ne peut pas payer, on exécute, ça s'appelle les voies d'exécution, c'est-à-dire on peut aller jusqu'à saisir en effet le bien. Oui, ça prend très longtemps. Très important. Et quand bien même il serait condamné à payer ces sommes-là,
si elles étaient tout à fait légitimes, le juge peut accorder également des délais, jusqu'à 2 ans de délai pour payer une dette qui soit importante. 4 000 euros à titre d'un appel particulier, c'est une somme extrêmement importante. Donc c'est nécessairement de l'investissement sur la copropriété, ce qui doit mettre en avant vis-à-vis de ceux qui lui sont susceptibles de le financer. Oui, mais il y a des copropriétaires qui sont aujourd'hui en situation délicate financièrement, à qui il peut arriver ce genre de choses. Donc ce qu'on vous dites finalement, c'est qu'il y a des coussins, il y a des amortisseurs sociaux avec le local, avec effectivement la possibilité que les banques prêtent. Mais est-ce que la copropriété peut aussi consentir pour un de ses copropriétaires à une aide ou un accompagnement de cette nature ou pas ? Alors, on a été confronté à des périodes un petit peu tourmentées ces dernières années. Il est arrivé qu'on remette en question des travaux déjà votés. Donc il faut absolument que Christian se rapproche du conseil syndical pour voir la nécessité ou pas de réaliser ces travaux. Peut-être qu'il n'est pas le seul dans la copropriété à avoir un peu négligé, de passer à côté et remobiliser peut-être les copropriétaires autour de ce sujet-là pour voir véritablement s'il n'y a pas une remise en question de ce vote-là qui peut être fait. Sachant que c'est déjà tellement difficile de faire voter des travaux dans une copropriété que si en plus on commence à les remettre en question, on ne va plus jamais rien changer, si je peux me permettre. Ça peut être remettre en question un calendrier de paiement, tout simplement. Rééchelonner les choses, peut-être retarder d'une année. C'est après l'ultime solution, bien évidemment. Quand on n'a pas les moyens de pouvoir rester là où nous sommes, on est obligé de vendre, et c'est des cas qui arrivent, qui sont extrêmes. Mais on peut pas le négliger. En tout cas de cause, il ne faut pas partir sur des dépenses improductives, sur des procédures dans lesquelles ils perdraient de l'argent inutilement. Donc contester une assemblée générale alors que tous les copropriétaires sont favorables aux travaux, ce serait complètement vain. C'est pas une bonne idée. Donc, non, et puis ça fatigue tout le monde en plus. Donc voilà, ça peut arriver, on va le dire comme ça. On est sur Sud Radio, parlons vrai. Merci François-Emmanuel Borel. Merci beaucoup François-Emmanuel Borel. Je rappelle que vous êtes président d'André Griffaton, société familiale et entre autres syndic. Merci pour vos éclaircissements. Il est 9h53 sur Sud Radio. Tout de suite, le Tour de France. Sud Radio, parlons IMO, ça vous concerne. Avec la Massif, changez votre assurance de prêt immobilier et économisez. Conditions sur massif.fr. Un Tour de France à toute allure, puisqu'on arrive à la fin, vous allez pédaler très vite, mon cher. Voilà, la ville des Rois de France, je vous emmène à Bourges. On a un bon plan à Bourges, n'est-ce pas Grégoire ? Oui. Un bon plan, alors je vais très très vite Jean-Marie, 140 mètres carrés, un appartement pensé par un architecte, donc très belle luminosité, qui bénéficie d'un ascenseur privatif pour aller dans l'appartement, donc il est au 3e et dernier étage. Il s'ouvre sur un beau séjour, un salon de 35 mètres carrés, une cuisine indépendante, 4 chambres avec rangement. L'immeuble est très bien situé dans la ville, il comprend aussi 2 salles de bain avec une baignoire, la seconde avec une douche, et il est doté d'un parking collectif dont l'accès se fait par une barrière automatique et une cave de 13 mètres carrés. Il est proposé au tarif de 350 000 euros par Cost Immobilier. Et on le finance avec 20%, et ça 20%. Coûte à 3,5% de taux d'intérêt sur 25 ans. 70 000 euros pour l'apport, 3,5% pour le taux, 1 402 euros pour les mensualités. Merci pour ce calcul rondement mené. Autre bien ? Voilà, on va à La Tronche, la ville de naissance de Michel Barnier. Oui, tout à fait. Dans l'Isère. La Tronche, effectivement. Alors j'en perds mes notes. Il est formidable, Sylvain. Quand il est content du Premier ministre, il décide de renforcer le marché de l'immobilier de sa ville de naissance. Moi, je trouve qu'il a une bonne tête. Ouais, exactement. Voilà. Alors là, on est sur un appartement aussi très sympa, qui coûte 325 000 euros, avec un apport de 20%, 65 000 euros, emprunt à 3,5, 1 302 euros de mensualité. Et c'était un appartement de 116 mètres carrés. À découvrir sur Guy Hockey. Sur Guy Hockey, écoutez, merci beaucoup. On rappelle aussi que notre invité Charles Marinakis a pas mal de biens à nous faire découvrir. Absolument. Dans toute la France, sur Century 21. J'ai même pas besoin de vous donner l'URL, vous le retrouverez facilement sur Google. Merci à vous Charles Marinakis. Merci beaucoup de votre invitation. Merci à Grégoire Darico, notre Jean-Claude Dussanou. À très bientôt. C'est un honneur, Jean-Marie. Merci à Sylvain Lévy-Valency. Cette émission sera diffusée en direct sur Radio Imo. Le site de Radio Imo, on rappelle ? Voilà, www.radioimo-imo.fr. Vous avez la possibilité de récupérer l'ensemble des flux, y compris sur l'Apple Store, et c'est diffusé, donc on rediffuse mardi à midi. Et en podcast sur sudradio.fr. D'ici là, tout de suite sur Sud Radio, ou plutôt dans quelques instants, on va trouver quelqu'un qui est en colère. Sud Radio, parlons IMO, Sylvain Lévy-Valency. Avec Basile, votre application de recherche immobilière.